Nos invités sont Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, Adam Adjranou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorborna. Avec eux, nous allons parler du Burkina Faso, les forces spéciales pour la sécurisation du village de Solan. Mali, tentative d'assassinat d'Assimi Goïta. Quelles conséquences sur la transition? Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara plaide pour la poursuite du processus de réconciliation dans son pays. Et on termine par le Togo. La CENAP est un échec selon la dynamique. Monseigneur Podjuro. Chers invités, merci de répondre à notre invitation. Komi Mayaba, bonjour. Bonjour Michel, bonjour les confrères au plateau. Bonjour. Et bonjour également aux fidèles téléspectateurs de Nuit TV qui nous suivent actuellement à travers le monde. Allez, Adam Adjranou. Oui, bonsoir Michel Takba, bonsoir à toutes et à tous. Allez, Firmin Teko Agbo, mon cher ami, vous allez bien? Je vais bien, Michel Takba, bonjour, merci de m'avoir invité. Allez, on commence donc par le Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y allait dire plusieurs semaines après l'attaque de Sol 1 qui avait fait officiellement 132 morts. Le gouvernement renforce sa présence sur place. Le nouveau ministre de la Sécurité était sur place. Il était accompagné par un détachement des forces spéciales de la gendarmerie nationale. Ces hommes qui sont en première ligne dans la lutte antiterroriste sont désormais chargés de la sécurisation de la commune aux côtés d'autres forces déjà présentes dans la région. Adam Adjranou, c'est une bonne chose finalement parce qu'on a vu ce qu'a traversé ce village au Burkina Faso. Oui, c'est une bonne chose, mais avant d'en arriver à cela, je pense qu'il y a lieu d'interroger un peu le passé. Moi, je pense que ce positionnement ou cette réaction tardive prouve à sa société l'inefficacité du maillage sécuritaire du pays. Parce que vous savez, en son temps, même si j'estime que l'opposition qui avait dénoncé la venue tardive des forces de l'ordre de sécurité pour porter assistance à cette population, tant pas dans des hommes en uniforme, ils ont eu quand même, lorsque vous analysez un peu la perception, l'analyse évoquée par ces hommes politiques, majoritairement de l'opposition, vous comprenez que le pouvoir ou carrément les hommes sécuritaires n'avaient pas d'alternative pour opposer des contre-expéditions à ce que les gens disent. Et nous faisons juste une comparaison. À chaque fois, il faudrait réellement qu'il y ait des actes où on a déjà des morts d'hommes pour amener le pouvoir à rééquilibrer le maillage sécuritaire. Ça cause problème. Je ne vais pas faire une comparaison avec, disons, le maillage sécuritaire de nos pays. Lorsque vous prenez pratiquement dans toutes les régions, vous voyez que même s'il y a des camps, puisque aujourd'hui, vous allez constater, c'est vrai que nous avons un petit pays qui nous permet de pouvoir faire un maillage sécuritaire assez important, qui font que ça nous rassure et qui prévaut aujourd'hui à cette sécurité-là que nous goûtons tous. Mais au moment, lorsque vous prenez par le Mali, il n'en demeure pas moins de constater qu'avec l'incursion des groupes armés, des djihadistes, je pense qu'à un moment donné, et étant donné qu'on a changé de régime, il va de soi qu'on puisse donc avoir un maillage sécuritaire qui permet donc à ces forces de l'ordre de sécurité de pouvoir réagir instantanément. Mais ici, c'est parce qu'il y a des morts d'hommes. Forcément qu'il y a encore des zones où on attend qu'il y ait donc de ces personnes avant même de positionner les gens. Or, ces gens-là étudient chaque jour que Dieu fait les positions des forces armées et ils arrivent donc à trouver des voies de contournement pour frapper fort. C'est en ce moment qu'on... Donc, ils ne vont pas à chaque fois dicter. C'est tout comme s'ils dictent leur positionnement, leur manière de faire à l'État. Donc c'est eux qui dictent en réalité le positionnement du maillage sécuritaire du pays aux autorités. Et ça c'est dangereux. C'est vrai qu'on a résolu un cas, mais normalement cela devait servir d'exemple à permettre à ce que ceux qui sont à l'avant-garde des conseils de Kaboré à voir réellement les failles qu'on a. On ne va pas attendre dire que voilà, il n'y a pas encore, disons, des actes ici, donc pour estimer que, voilà, c'est des zones qui ne sont pas des zones où on peut avoir, disons, des incursions djihadistes, et ça fait craindre. Alors, comme il m'a dit, est-ce qu'il faut attendre ce carnage, le trépas de plus de 132 personnes, avec tellement de blessés, pour pouvoir voir la réaction des gouvernants? N'oublions surtout pas la manifestation de la société civile
et d'une partie de l'opposition. Non, bien évidemment, vous savez, et lorsqu'il était question de sécuriser cette zone, enfin ce village-là, vous savez, moi je suis en train de penser ou croire que les djihadistes aujourd'hui sont en train de défier l'État burkinabé. Ouais. Ce n'était pas la seule zone ou la seule ville qui avait été sommée par ces djihadistes. Il n'y avait pas de mesures comme ça qui étaient envisagées pour peut-être sécuriser, quoi qu'on dise, les zones où on avait assisté à ce genre de carnage. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que, bon, après ce drame, il y a quand même ce Premier ministre, c'est la première sortie d'ailleurs du genre qu'il a fait depuis qu'il a été nommé, qui s'est rendu dans ce village-là pour apaiser des gens, leur expliquer comment est-ce que désormais les choses se feront pour qu'ils se retrouvent. Mais je ne pense pas fondamentalement que ça devait être le cas. En principe, il faut envisager des actions anticipatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit le confrère, ces djihadistes sont en train de regarder de part et d'autre pour voir par quel chemin, par quelle alchimie passer pour peut-être influencer ou peut-être défier cette autorité et qui paye. C'est cette population, c'est ces villageois qui en pâtissent. Mais j'aurais souhaité, ou nous aurions souhaité que pour ces genres de situations, que l'État envisage des actions qui puissent quand même anticiper et permettre à la population d'être quand même dans une quiétude par rapport à leur mode de vie. Vous savez, aujourd'hui, on viendra leur dire, bon, revenez, nous allons peut-être renforcer ce système sécuritaire, en alerte avec, en harmonie avec vous, population et tout, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut forcément qu'il y ait des actions quand même qui puissent encourager ces populations-là, et qu'on puisse finir avec cette situation. Ben, c'est vrai que le djihadisme au Burkina, au nord du Mali et tout ça là, c'est difficile d'en finir, mais du moment où vous sentez la présence de l'ennemi, il va falloir quand même envisager des actions qui puissent leur permettre peut-être de dire que bon, si vous venez, les dégâts seront moins, ou peut-être que vous n'allez pas aller au tréfonds de la chose. Nous voudrions leur dire, ou peut-être nous aurons souhaité que l'État burkinabé, le ministre de la Sécurité, c'est vrai, son déplacement a été salué par cette population, et qui a même souhaité qu'on puisse quand même une force permanente qui puisse permettre à ce que leur zone soit sécurisée. Ça pourrait quand même leur donner ce quitus de pouvoir respirer et vivre dignement leur vie. Mais alors, il faut comprendre que les djihadistes sont en train de chercher le plan B pour d'autres localités qui y sont. Et on ne sait jamais. Donc, l'État ou le gouvernement burkinabé doit envisager ou penser à une alternative crédible pouvant permettre aux gens à la population de ne pas s'inquiéter par rapport à leur vie. Et comment permettre à cette population de ne pas s'inquiéter? Il faut sécuriser également d'autres localités. Aujourd'hui, c'est pour cela il faut penser également à d'autres villages, à d'autres villes également. Oui, j'ai deux observations à faire. La deuxième, je commence par ça même, l'inquiétude des populations aujourd'hui. S'il faut sécuriser ce village, Solan, et les autres, c'est la question qu'on doit se poser. Et les autres, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le gouvernement burkinabé a des moyens en réalité pour pouvoir sécuriser tous les villages? Vous imaginez, ils ont des milliers de villages. Mais c'est un pays plus grand que le Togo. Au Togo, on a des milliers de villages. Mais regardez au niveau du Burkina Faso, maintenant après ce sera à qui le tour en quelque sorte. Il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le gouvernement a mis déjà en place une stratégie qui lui permettra de sécuriser tous les villages, toutes les localités? Je ne pense pas. Même si le gouvernement a mis en place une stratégie, est-ce qu'il y a des moyens en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines? Donc, s'il n'y a pas tout ça là-dedans, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende du jour au lendemain à d'autres nouvelles attaques. Et la population, sur ce point, doit être beaucoup plus inquiète. Maintenant, la première observation, je me demande... où je me dis, s'il y a eu toutes ces attaques jusqu'à présent, c'est parce que soit le gouvernement burkinabé a manqué de stratégie sécuritaire ou n'en a pas eu de toute façon. Oui, si le gouvernement a manqué de stratégie, le gouvernement était où pour ne pas concevoir une vraie stratégie? Et si le gouvernement a eu des stratégies, donc on peut dire que le gouvernement a eu des stratégies beaucoup plus défaillantes.
Vous imaginez? C'est d'ailleurs pourquoi on a changé le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Non, le problème même n'est pas une question de changer le X ou Y, le remplacer par Z. Non, ça, on n'a rien à cirer. Vous imaginez, c'est comme le problème est là, on n'arrive pas à trouver de solution. On a la solution en vue, mais on ne veut pas la mettre en œuvre. On peut changer, on peut changer. Mais il faut que moi je dis qu'on n'a pas à la tête du Burkina Faso un président pragmatique. Le président Jacques Kaboré n'est pas un président pragmatique. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, en 2015, il y avait eu cette attaque le 13 novembre. Tout d'abord, c'était en janvier en France. Après, le 13 novembre, au Stade de France, si je ne me trompe pas. Et on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu. Et je pense que dans les prochaines années, il n'y aura plus de ces genres d'attaques en France. Il sera difficile. Parce que la plupart des attaques qui devraient suivre ont été déjouées. Vous imaginez, parce qu'on a mis en place... Peut-être l'expertise de la France. Non, c'est pour dire qu'en réalité, on a vu en France, au niveau de la France, les autorités françaises beaucoup plus pragmatiques. Au niveau du Burkina Faso, moi je trouve qu'on manque de pragmatisme au niveau... Est-ce que ce sont les mêmes conditions? Non, ce n'est pas tous azimuts. Écoutez, même regardez, c'est un petit pays. Le Burkina Faso, c'est 10 millions d'habitants, plus de 10 millions d'habitants. N'est-ce pas? En France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Vous imaginez? Donc, on peut quand même mettre en place une stratégie qui puisse permettre de sécuriser tout le pays. Le maillage de tout le territoire. Et si on manque de moyens, il faut qu'on aille chercher ces moyens-là. Moyens tout d'abord au niveau local. Et nous avons le G5 Sahel. Le G5 Sahel, quand on parle du G5 Sahel, ça veut dire c'est une force qui doit contenir au moins un certain nombre de personnes, de militaires, qui doivent sécuriser les cinq zones ou les 5 pays en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Par exemple, quand on parle de la force multinationale MIS, dont la capitale est en N'Djamena, c'est 8700 hommes qui doivent sécuriser ou qui doivent lutter contre le terrorisme dans toute l'Afrique. Maintenant, au niveau du G5 Sahel, on a combien d'hommes? Combien d'hommes ont été mobilisés depuis le début jusqu'à présent? Combien de ressources financières ont été mobilisées jusqu'à présent? Pas seulement au Burkina Faso. Mais ça ne revient pas seulement au Burkina Faso. Moi, je voudrais qu'on ait une stratégie, un, sur le plan local, deux, sur le plan régional, pour lutter contre le terrorisme. Parce que ce qu'on vient de faire là, moi, je dis, c'est du pipeau. Donc, on va encore tuer des gens dans les jours à venir. Et Maxime Koné l'a promis, le ministre de l'Intérieur. Il a parlé de ces stratégies à venir pour toute la population burkinabé. Oui, et avant d'en arriver là, c'est vrai qu'en partie, lorsqu'on parlait, il ne faut pas orienter le regard spécifiquement sur des questions de personnes. Si vous savez, lorsque le ministre de la Sécurité et de la Défense, en son temps, était limogé, c'était une réclamation de la société civile. Et de la classe politique. Pour ce regard amateur qu'ils ont donc sur la question sécuritaire. Qui est amputé au gouvernement. Oui, et bon, je pense qu'il a aussi fait un peu regarder dans le rétroviseur, compte tenu des crises que le Burkina a connues par le passé. Et que, au regard, sinon, je pense que le président de la République n'était pas dans cette logique-là, ou d'expliquer en fait ce qui était arrivé par le limogeage de ces deux ministres-là. N'oubliez pas également que nous sommes dans un contexte où c'est une guerre véritablement asymétrique. Mais au même moment, lorsqu'on parle, je voudrais prendre le compte de ce que Fimé a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de G5 Sahel, le G5 Sahel, il faut réellement donc comprendre. Vous savez, les questions sécuritaires, moi je m'y intéresse beaucoup. Il a une mission spécifique qui est donnée à des zones les plus virulentes possibles. Donc le G5 Sahel n'a pas pour mission de venir sécuriser les 5 pays qui sont entièrement les 5 pays qui font partie donc, du G5 Sahel. C'est vrai qu'ils vont contribuer également à pouvoir rehausser la capacité des forces présentes, etc. et leur permettre réellement de renforcer leur renseignement. Donc le Burkina n'a pas la priorité. C'est ce que vous voulez dire. Oui, non, mais il y a une zone spécifiquement sur laquelle, lorsque cette zone-là serait donc une zone véritablement sécurisée, puisque c'est une zone qui est pratiquement une zone de non-droit où on n'a pas aucun des 3 pays, vous prenez la zone des 3 frontières, aucun des 3 pays n'a pas l'efficacité militaire possible pour sécuriser donc entièrement les zones. Et ce sont ces zones-là qui sont des zones d'infiltration, c'est le désert qui sont des zones d'infiltration de ces pays-là, qui sont des zones où ces djihadistes-là se cachent, font des formations, etc. Et aujourd'hui, ce sont des zones rouges où pratiquement lorsque vous tentez de pouvoir traverser de toutes les façons, ce n'est pas un désengagement, mais c'est un désengagement tacite du pays qui vous dit voilà, c'est une zone rouge et qu'on vous déconseille. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens pour réellement sécuriser et pour vous permettre de pouvoir avoir des éléments pour sécuriser ces zones-là. Mais au même moment, je pense que pour corollaire,
de cette stratégie-là, il faut noter que je pense que le Burkina, comme d'ailleurs même tous les autres pays qui sont aujourd'hui affectés par le djihadisme, sont pratiquement dans une position défensive. Défensive. Cela peut s'expliquer, comme je le disais tantôt, par cette guerre d'asymétrie, étant donné que nous ne connaissons pas l'ennemi en face. On peut être dans ce positionnement-là. Mais je pense que durant ce temps, il y a eu réellement ces pays-là sont habitués aux stratégies d'infiltration, aux attaques, comment ils sont menés. Mais au même moment, on sait naturellement que nos pays n'ont pas les moyens de pouvoir sécuriser chaque village. C'est pourquoi quand je parlais donc de maillage sécuritaire, ça voudrait dire que les positionnements de ces forces-là par rapport à des préfectures données, par rapport à des positions frontalières données, doivent être de mise. Et là, lorsqu'on ne le contraste pas, c'est ce qui fait qu'on prend le temps de pouvoir massacrer plus de 130 civils avant même l'arrivée, de loin des forces spéciales pour venir donc en aide, puisqu'on sait que ces forces-là qui étaient donc positionnées dans ces civils-là qui étaient positionnés pour combattre contre ces djihadistes, on a vite fait trouver les moyens de pouvoir d'abord les sommer et d'avoir la latitude de pouvoir donc massacrer la population. C'est en cela que moi je parlais donc de maillage sécuritaire, faire en sorte qu'on ait des positions qui puissent permettre instantanément. Vous allez commencer, mais vous n'allez pas quand même, on ne va pas arriver à ces hécatombes-là avant l'arrivée de ces forces spéciales-là. Je pense que le rôle à venir, et c'est ce que je salue au passage, de G5 Sahel, c'est naturellement de permettre à ces pays-là d'avoir donc un maillage sécuritaire qui puisse donc permettre un positionnement stratégique par rapport à un certain nombre de données. On va marquer la petite pause. On revient pour la suite de votre analyse et on va donner aussi la parole à Komi Mayaba.